Donc, avant-dernier cours aujourd'hui. Tout d'abord, comme il est d'usage, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2011, qui est presque finie pour moi. Hein. Donc, dans une semaine, je suis en vacances pendant un an. Hein. Et comme vous l'avez bien compris, je ne fais rien le reste du temps. Donc, l'avant-dernier cours. Je me rends compte en réfléchissant que ça va être évidemment un peu juste pour faire tout ce qui me reste à faire. Et je ne vais pas du tout essayer de tout couvrir très très rapidement parce que sinon ça serait vraiment incompréhensible. Donc on va faire les choses calmement et réfléchir tranquillement à ce que l'on peut faire dans ces 4 heures, enfin, vous expliquer tranquillement ce qu'il est raisonnable d'expliquer dans les petites 4 heures qui me restent, et puis certainement indiquer les pistes de développement et de choses qu'il conviendrait d'expliquer, mais que je n'aurai absolument pas le temps de faire. Alors, j'avais laissé sur le feu la question, donc je reprends avec un problème qui est en dimension finie. Donc, U est une fonction qui va de RD, je vais peut-être maintenant l'appeler, non, je vais l'appeler RD, de RD dans RD, plus exactement de RD croît le temps, et même éventuellement un certain intervalle de temps, mais fondamentalement, je ne m'intéresse, j'ai déjà expliqué pourquoi les problèmes étaient facilement résolubles lorsque l'intervalle de temps était court, c'est-à-dire en tout cas lorsqu'il y avait des résultats avec un intervalle de temps maximal d'existence d'unicité, le caractère bien posé localement en temps, des théorèmes, je dirais, à la Cauchy-Lipschitz. Là-dedans, H est convexe. Et la question que l'on se pose, c'est lorsque U0, la condition initiale, est une fonction monotone, régulière, et que f est une fonction monotone régulière, il faut qu'elle ne croisse pas trop vite à l'infini, ça dépend de la manière dont h se comporte à l'infini. Non, le comportement de h, là je dis une bêtise, ça ne joue absolument aucun rôle parce qu'il y a des estimations a priori évidentes sur u. Néanmoins, si U vraiment croît à l'infini, le comportement de H à l'infini va quand même jouer un rôle. Donc, il y a tout un tas de questions techniques que j'ai vraiment mis sous le tapis. Pensez que U est à croissance au plus linéaire et vous aurez déjà un cadre, que toutes les inconnues sont à croissance au plus linéaire à l'infini et vous aurez déjà un cadre relativement satisfaisant pour travailler. Alors, la question c'est, on a déjà vu par la méthode des caractéristiques que tout ceci entraîne qu'il existe une unique solution U régulière de cette équation qui soit, et qui est d'ailleurs monotone. Et la question, c'est qu'on a, comme on a besoin de faire ça pour des équations beaucoup plus compliquées que simplement cet exemple, même si je vais travailler aujourd'hui sur cet exemple, la démonstration de l'obtention d'estimation a priori, cette démonstration, elle ne s'étend pas au cas que je voudrais pouvoir traiter. Donc, je répète de quoi il s'agit. Là-dessus, vous avez une fonction vectorielle. Donc, pensez, ça I est la UI est la ième coordonnée de cette fonction vectorielle. Chacune de ces fonctions vectorielles résout une équation que vous pouvez lire comme une équation de transport, même si je pourrais rajouter les termes de diffusion, etc. Ce n'est pas le problème. Donc, résout une équation de transport de ce type-là et elle partage, toutes ces équations partagent le même opérateur de transport. C'est le même champ de vecteurs qui est la dérivée de l'hamiltonien. Bien. Donc ça, c'est lorsque FI est égal à 0, souvenez-vous, c'est un système, c'est une des deux manières d'écrire le système
que vérifie le gradient de la solution d'une équation d'Hamilton-Jacobi correspondant précisément à cet Hamiltonien. Bien. Alors, donc, on a déjà vu qu'il existait une solution régulière, le fait qu'on puisse construire globalement une solution régulière parce que c'était monotone, parce que toutes les données sont monotones. On avait vu ça par la méthode des caractéristiques. Je répète, cette méthode des caractéristiques, elle ne peut pas marcher dans tous les cas qui m'intéressent. Et donc, on était amené à développer, j'avais été amené à vous expliquer comment faire une méthode qui soit une méthode plus EDP, équation de dérivée partielle, dans laquelle on essaie d'obtenir des estimations a priori. Donc, on part d'une situation pour obtenir des estimations a priori. On avait vu que ça marchait si la dimension était 1 ou 2, et on avait vu que ça marchait en temps court, que ça marchait en fait dans ce cas-là parce qu'il n'y a pas de terme supplémentaire, mais surtout on avait obtenu des estimations a priori lorsque h était quadratique, hein, c'était du style 1,5 de P2, le 1,5 ne joue aucun rôle, et même le P carré ne joue aucun rôle. On aurait un autre opérateur, il faudrait un tout petit peu une autre matrice que la matrice identité derrière cette forme quadratique. On aurait exactement la même, les mêmes adaptations de démonstration, et il faudrait simplement changer de fonction auxiliaire. Effectivement, la fonction auxiliaire dont je viens à l'instant de parler, c'est précisément l'utilisation de du carré. Donc, c'est d'écrire une équation dans ce cas-là pour du carré et d'appliquer le principe du maximum. C'était ça la stratégie. Mais il y avait, à cause de la géométrie de ce système hyperbolique, il y avait un terme algébrique avec un produit de 3 ou 4 matrices qui avait un signe uniquement lorsque, effectivement, le fait qu'on ait un h seconde qui soit la matrice identité, que l'on retrouve un peu ici, caché derrière le du carré, comme les formes quadratiques se correspondent d'une certaine manière. Et ça joue un rôle dans la démonstration pour pouvoir se servir du principe maximum. Autrement, ça ne marchait pas. Ça marchait dans tous les cas de figure, également lorsqu'on était dans le cas où U était le gradient de phi, c'est-à-dire dans le cas où f est un gradient. Donc là, c'était OK, et on pouvait se servir de du carré, c'est-à-dire de d de phi carré. Et donc la question, c'est que faire pour un h quelconque sans se servir de la méthode des caractéristiques, parce que ça, c'est limité. Et donc, c'est peut-on inventer une autre fonction auxiliaire qui donne cette bonne estimation a priori? De plus, lorsqu'on avait une estimation a priori, où on avait une borne sur le gradient de U, à ce moment-là, on récupérait, je vous avais expliqué comment on pouvait obtenir des bornes sur les dérivées d'ordre plus élevé, d'ordre 2, d'ordre 3, et donc la régularité était assurée. Ça se comprend parce que déjà, on sait que le champ de vecteurs ici est lipschitsien, donc on sent que tout se passe bien, on peut intégrer le long des courbes intégrales, enfin donc les choses se passent bien. Donc l'estimation, pour comprendre la régularité des solutions, il faut en fait éviter des chocs, c'est-à-dire des discontinuités de U. Les discontinuités de U, comment les éviter? Ça veut dire qu'on veut pas qu'il y ait si on ne veut pas de discontinuité, c'est qu'on voudrait que ça soit continu. Vérifier qu'une fonction est continue, c'est presque plus simple de vérifier que son gradient est borné. Ça assure qu'elle est continue. Bon. Donc voilà pourquoi, effectivement, si on sait que le gradient est borné, c'est gagné. En fait, si on sait que c'est continu, c'est gagné, mais c'est plus compliqué. Si on sait que le gradient est borné, c'est gagné, on va savoir que la régularité se propage sans difficulté. Et donc, on a tout sur le problème est complètement bien posé. Bon, donc voilà, ça c'était le résumé des épisodes précédents avant les vacances. Et donc la question que l'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire autre chose? Alors l'idée ici est relativement simple. Cela va consister à utiliser une autre fonction auxiliaire dans laquelle on va introduire et on va choisir a priori la matrice, une certaine matrice qui dépend de U, la KLU, DKUI, DLUI. Donc, si la matrice AKL est définie positive, c'est aussi quelque chose qui contrôle la taille de du carré. Mais il y a du U dedans. Bien. Alors, on sait, on a des bornes sur U, ça on le sait déjà. Donc, on peut considérer que U est majoré. Le problème n'est pas là.
Et donc la question, c'est de dire, OK, pourquoi on n'essaierait pas ça? Donc, il va falloir faire le calcul monstrueux de l'utilisation de cette fonction auxiliaire, et puis de comprendre le terme algébrique qui était gênant. Est-ce qu'on peut choisir AKL pour que ce terme algébrique qui n'avait pas toujours le bon signe si on avait un H quelconque, est-ce qu'on peut le jouer sur ce terme-là pour que ça se combine bien avec H et qu'on ait effectivement la possibilité d'utiliser le principe du maximum? Alors, ce qu'on va voir, c'est que la bonne matrice A, elle est reliée à H seconde. Il va falloir essentiellement se servir de quelque chose qui ressemble à H seconde. Alors, pourquoi ceci est relativement raisonnable? Je vous l'expliquerai un peu à part en faisant peut-être un aparté, oui, je devrais avoir le temps ce matin, en faisant un aparté sur les équations d'Hamilton-Jacobi. Parce que, effectivement, on va faire le calcul, hein, on va avoir le nez dans le guidon, je vais essayer de ne pas me planter en faisant le calcul au tableau, c'est pas gagné. Et mais ça ne permettra pas de comprendre pourquoi on devait faire ça. Et j'essaierai de vous expliquer cela à travers un résultat sur les équations d'Hamilton-Jacobi qui est d'intérêt séparé. Alors donc, bien, on y va. Alors on y va. Je vais pour simplifier. Oh non, allez. Donc la première observation que je veux faire, c'est que certainement on n'a que dAKL de U plus H' de U, lorsque c'est une équation de transport, AKL de U. Bien, ça, je peux me servir de la règle de dérivation composée. Et donc, ça me donne quelque chose qui est OK. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est OK? C'est que c'est évidemment AKL, dAKL sur du alpha, F alpha de X. Pourquoi? C'est la règle de dérivation des fonctions composées. Hein. Vous dérivez ce bazar-là, ça vous fait apparaître l'opérateur de transport qui est là sur U alpha, et d'où le second membre qui est F alpha, qui est quelque chose qui est borné. Et fondamentalement, dès qu'on manipule les choses bornées, c'est comme si ça valait 0. Hein. Bien. Ensuite, que va-t-on construire? Donc, on va construire des... Je vais le faire comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de procéder, mais en tout cas, on devrait y arriver comme ceci. Je vais peut-être... oui, je vais faire DKDL, ça sera... Non. Sinon, je vais faire des heures de calcul si je fais. Alors, donc, déjà, il y a le terme que j'obtiens en dérivant l'équation, c'est-à-dire dkFi. Et puis, il y a le terme qui provient du fait que si je dérive l'équation, je récupère ces deux termes, mais j'ai un terme supplémentaire qui consiste à dériver par rapport à xk le h' de u qui est là. Et donc, cela me donne un moins d2h sur du alpha. Alors, on va essayer quand même d'un peu simplifier tout ce bazar-là, sinon on ne va jamais s'en sortir. Donc, je vais écrire h seconde alpha bêta. Vous voyez bien qu'il s'agit de la dérivée seconde par rapport à la alpha-ième variable et la bêta-ième variable. Moins h seconde alpha bêta. Donc, je suis en train de dériver par rapport à xk. Et donc, c'est un dk u bêta. Et évidemment, c'est ça le terme algébrique hein, qu'il va falloir manipuler et comprendre son interaction avec le AKL. Donc c'est pour ça qu'il faut l'écrire très très soigneusement. Et ici, c'est un D alpha UI. Correct. Bien. Ensuite, on va prendre progressivement, hein, on prend le D sur dt de dk UI dl UI plus h' de u grade dk ui dl ui.
Alors, ça, comment ça marche? Bien, à nouveau, hein, nous avons un champ de vecteurs. Chacun de ces objets, on prend le produit de deux objets qui résolvent une certaine équation de transport. Bon, bah donc, la règle de dérivation des fonctions composées vous dit que ce que je vais récupérer, c'est le second membre de l'un multiplié par l'autre fonction, et plus le second membre de l'autre fonction multiplié par la première inconnue. Donc, en d'autres termes, ça vous fait le bazar précédent dkfi moins h seconde alpha bêta dk u bêta d alpha ui que multiplie dl ui plus la même chose dans lequel j'inverse le rôle de k et de l, c'est-à-dire un dl fi moins h seconde alpha bêta dl u bêta d alpha ui dk ui. Donc je ne peux pas mettre un deux fois parce que on n'a pas, il y a quatre matrices, on est en train de multiplier quatre matrices entre elles, hein, et il y en aura, oui, il y en avait bien quatre, et là il y en aura une cinquième qui va apparaître. Hein. Bon. Et dans ce grand bazar algébrique, il va falloir qu'on essaie de voir si on peut s'y retrouver. Et donc, dernière opération maintenant, c'est je fais le produit de ces deux inconnus, hein, de ces deux équations de transport, et j'aboutis enfin, ça y est, c'est fini, le calcul est fini. Et en général, quand je fais ça sur une feuille de brouillon, j'écris ça pour commencer, et je commence à développer de tête tous les morceaux. Bon, et évidemment, une fois sur deux, je me plante. Hein. Donc, j'ai préféré être prudent en le faisant au tableau. Ça ne garantit pas la prudence, ça ne garantit pas le succès, mais en tout cas, on peut espérer. Alors, donc, le premier terme, même chose, même principe que précédemment, c'est la première inconnue, le membre de droite de la première équation multiplié par le reste des inconnus. Donc, ça me fait un DAKL DU alpha F alpha dkui dlui. Bon, donc ça, même s'il y a des termes de dérivée seconde, vous pouvez penser que f est nul, c'est vraiment pas un problème dangereux. C'est vraiment pas le terme. On aura des termes plus forts que celui-ci. On a aussi les termes qui proviennent du fi qui sont là. Hein. Donc je vais tous les termes qui seront je vais mettre une grande parenthèse, ce sont tous les termes qui ne seront pas très compliqués à manipuler. Donc c'est AKLU, hein, je prends la première inconnue et je multiplie les seconds membres de la deuxième inconnue par cette première inconnue, donc AKLU, donc ça c'est bon, AKLU, et là effectivement ce que je prends c'est le DKFI et DLUI. Et encore un terme qui n'est pensé f égale à 0, qui n'est vraiment pas le plus dangereux, AKL de U, AKL de U, DLFI, DKUI. Bon, donc si f est égal à 0, je mets tout ça entre parenthèses, si f est égal à 0, ce terme il n'est pas là. Bon, donc c'est pas celui-là qui est le plus dangereux. Le terme qui est important, c'est le terme que j'obtiens en multipliant les seconds membres où j'ai, vous voyez, des du au cube. Hein, ça, c'est un du. Formellement, j'ai du du ici, du du là, c'est du du au cube. Donc, c'est celui-là le terme le plus dangereux. Alors, on le récapitule et on obtient moins AKLU, parce que je le multiplie par AKLU, H seconde de alpha bêta. Je récupère ensuite un dk u bêta d alpha ui dlui. Et là, en revanche, par symétrie, maintenant que je fais une somme sur K et L, et comme la matrice AKL est symétrique, là, j'ai le droit de mettre un 2. Parce que maintenant, c'est une somme complète. Avant, quand je fixais K et L, je n'avais pas le droit. Maintenant, je peux.
Voilà, c'est tout, hein, le calcul est fini, hein, rassurez-vous. Le calcul est fini. Donc là, c'est un alpha, et là, c'est un K. Voilà. C'est ça le problème, je pense. Hein. Bien. Et donc, la difficulté que l'on a, c'est, et c'était ça qui faisait la différence, hein, je refais encore un tour sur ce problème-là, c'est ça qui faisait la différence entre des données initiales qui sont des gradients, et enfin des inconnus qui sont des gradients, et des inconnus qui sont générales. Ben, quand on a un gradient, on est ici, quand U est un gradient, on est en train de manipuler des dérivées secondes. Ces dérivées secondes, c'est toutes des matrices symétriques. Et là, donc, toutes les matrices qui apparaissent ici sont symétriques. Et ça, c'est assuré à donner, sont toutes des matrices symétriques, positives ou nulles, parce qu'on a la monotonie. Et donc, ça, c'est ça qui assurait que cette énorme trace était positive ou nulle, dans le cas où on a un gradient. Si ce n'est pas un gradient, dans le cas où H seconde, c'est la matrice identité, ça marchait encore, parce que c'était une trace de B transposée. Mais en général, on peut s'en convaincre relativement aisément en prenant, quand vous avez une matrice qui n'est pas symétrique et qui est positive ou nulle, ça peut être une matrice de rotation. Hein, et une matrice de rotation, ce n'est pas terrible, parce que B au carré, c'est moins l'identité. Et donc, là-dedans, quand vous avez un B au carré, ça peut vous changer le signe. Donc, ce qui se passe suivant la manière dont on agit H seconde, quand au moment ça va charger les composantes, donc ça c'était, je pense qu'on avait mentionné, on avait vu que ça ne marchait pas en général. Alors donc maintenant, c'est est-ce qu'on peut rattraper ça grâce au A? Alors, essayons maintenant un tout petit peu de comprendre quelles sont les matrices en présence. Donc là, effectivement, comme on a une somme et qu'on répète tous les indices, à la fin, il s'agit d'une trace d'un produit de matrice. Alors, on va les prendre comme elles viennent. Donc la première, c'est grand A, évidemment pour le AKL de U. Si je fais ça, je la suis et je vais appeler D. Oh, je pense que je l'avais appelé B. Hein. DLUI. Ah oui, mais en général, c'était... je ne m'y prenais pas comme ça. Donc je vais commencer. Alors, je vais changer certainement de notation par rapport à ce que j'avais fait. Je vais appeler B égale H seconde, et je vais appeler D comme dérivée. Alors attention, DIJ, c'est DJUI. C'est parce que j'ai toujours écrit les choses comme ça auparavant. Donc je vais commencer par celui-là, en fait, parce que je commence par I. C'est un réflexe conditionné, ça. Hein. Donc ça, c'est un premier D. Donc ça, c'est DIL. Donc DIL, je retrouve un ALK. Donc ça me fait le A. ALK, je vois ici un DKU bêta. Là où je retrouve un K, c'est là. Mais attention, hein, ça, c'est D bêta K. Donc c'est D transposé. Et j'en suis là avec un bêta. Le H seconde, c'est B. J'arrive à un alpha. Et j'ai un D alpha UI. Et donc j'ai un D transposé. Bon. Alors, qu'est-ce que je sais là-dessus? Je sais que D est une matrice qui est positive ou nulle, pas nécessairement symétrique. Je sais que B est positive ou nulle, symétrique, et que A est symétrique et positive ou nulle, je ne l'ai pas dit, mais il le faut bien. J'ai le droit de prendre ça. Bon, ce que vous réalisez tout de suite, c'est que si vous prenez A égale B, vous êtes essentiellement ramené au cas précédent, au cas que l'on avait déjà observé. Pourquoi? Bien parce que ce que vous récupérez ici, c'est DB.
ici, ce que vous avez, c'est dB transposé. Et ici, vous avez D transposé. Si vous prenez A égale B. Donc, je peux tout transposer si j'en ai envie. Alors, je ne vais pas trop vite. Donc, ça, c'est égal à cette trace. C'est aussi la trace de dB, je transpose. D, dB. Et puis, je peux faire passer la trace de l'autre côté. Ça me fait la première matrice de l'autre côté, ça me fait dB, dB transposé. Et là, j'ai une matrice symétrique positive ou nulle, symétrique, que multiplie une matrice positive ou nulle. Et quand je prends la trace du produit d'une matrice symétrique positive ou nulle par une matrice positive ou nulle, même si elle n'est pas symétrique, je récupère quelque chose qui est le bon signe. Ça, c'est exactement ce que c'est ce qu'on avait l'autre fois. Hein. Et donc, j'ai le bon signe. Et dès que vous mettez un peu des hypothèses du style si h seconde est minoré, et on peut faire beaucoup mieux que ça. Hein. Mais si h seconde est strictement positive, si je mets cette hypothèse-là, si h seconde est strictement positive, du coup A devient strictement positif. Et là, non seulement vous avez quelque chose de positif ou nul, mais vous contrôlez comme du du cube. Donc là, il faut regarder encore un peu plus finement l'algèbre, mais il n'y a pas de difficulté, ça se fait en rentrant bien dans ce que sont ces traces. Bon, je ne veux pas insister plus parce qu'on va rapidement s'y perdre. Et en fait, on peut être encore plus économe que ça, dans le sens où pourquoi le signe ne me suffit pas, c'est que le signe ne me suffit pas parce qu'il faut quand même absorber les termes qui sont là. Donc si f égale à 0, le signe me suffit, je n'ai pas besoin de rajouter une hypothèse. Donc si f égale à 0, peut-être je vais expliquer ça comme ça, si f est égal à 0, donc ça maintenant je peux effacer tout ce terme. Donc en prenant a égale h seconde, donc peu importe hein, les détails algébriques, mais si on prend a égale h seconde, et si f est égal à 0, déjà on en déduit effectivement dw sur dt, plus h' de u grade w, bah, carrément négatif ou nul. Hein. C'est ça qu'on a démontré. Et donc ça, c'est une propriété tout à fait remarquable de ce système, hein, parce qu'on a trouvé une quantité extrêmement non linéaire qui se révèle être une sous-solution de cette équation de transport. Hein, on est parti de cette équation-là. Si vous pensez système hyperbolique dérivé des équations d'Hamilton-Jacobi, et en prenant une expression un peu compliquée, puisque c'est du h seconde de u multiplié par les du, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une super propriété algébrique. Bon, elle n'est pas évidente, cette propriété, elle est vraie, et elle n'est pas tout à fait évidente. Et alors, en fait, qu'on ait des propriétés sur de telles quantités, ça, je le savais déjà, à cause d'autres choses, et c'est ce autre chose que je vais vous raconter, qui permet ensuite de tenter un truc comme ça, parce que sinon il faut vraiment être vicieux pour aller tenter des choses comme ça. Hein. Même si je trouve ça assez naturel, mais enfin bon, je me méfie beaucoup du mot naturel. Hein. Alors donc, ça c'est le cas f égale à 0. Évidemment, lorsque vous avez en plus des termes du f, alors les termes en dérivée de f, vous voyez qu'à chaque fois, c'est du h seconde dk. Hein, c'est typiquement des termes en dB. Hein, c'est typiquement des choses qui sont de l'ordre de dB ou dB transposé. Enfin, c'est d'ailleurs c'est typiquement du BD transposé ou du dB si vous transposez. Donc c'était correct ce que je disais. C'est typiquement un terme en dB. Ça c'est le D, ça c'est A d'ailleurs. Mais enfin comme A c'est B. Alors DA. Ce terme-là, c'est du même tonneau, hein, c'est aussi des termes en DA. Ça, c'est un peu plus compliqué.
parce que vous avez un terme quadratique et vous avez du h tierce. Donc, si vous avez h seconde strictement positif, grosso modo, hein, je vous fais une version édulcorée, de ce que vous récupérez, c'est que c'est inférieur, grosso modo, à c fois du carré, ça c'est clair. F est borné, ça c'est borné, j'ai du du carré, là j'ai même du du, et là j'ai du du, donc c'est du du carré plus 1. Le du carré il se majore par du du carré, le du il se majore par un demi de du carré plus un demi. Donc, tous les termes dans la parenthèse, ils peuvent être majorés par ceci. Et on récupère, en travaillant un peu plus finement du point de vue algébrique, parce qu'on n'a que des matrices définies positives, on récupère du moins nu du cube. Et ça suffit pour appliquer le principe du maximum. Parce que cela vous dit que là où c'est dangereux, c'est inférieur ou égal à 0 si du est plus grand qu'un certain R0. Et donc ensuite, vous appliquez le principe maximum. Au point de maximum, ou bien du est plus petit que R0, auquel cas W est borné en ce point-là, ou bien du est plus grand que R0, et là, vous pouvez vous servir du principe maximum pour propager la borne. Je passe rapidement sur les détails, mais quand on a quelque chose comme ceci, et en fait, plutôt que de dire du est plus grand que R0, ça revient au même de dire si W est plus grand que R0. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Hein, on a une sous-solution lorsque W est grand. Ça suffit à avoir une borne sur W. Parce que W et du carré, c'est la même chose, parce que A, c'est H seconde, et que H seconde est strictement positive. Bon, après, donc, on peut techniquement travailler, on peut mettre des hypothèses. Vous voyez que lorsque H, c'est une puissance, mais il y a un rapport entre H tierce et H seconde. Donc, on peut rattraper, même un terme comme ça, on peut le rattraper par celui-ci. Donc ça dépend de la géométrie des fonctions convexes. Donc après, on peut mettre des hypothèses algébriques pour... C'est ça le terme dangereux, c'est le du carré, et l'autre, c'est bon parce que c'est du dA. Donc ça, ou du dB. Hein. Et là, du dB transposé, on en a plein. Bon, donc... le terme le plus compliqué à gérer, si je ne veux pas supposer que H seconde est strictement positive, c'est ce terme-là. Et donc là, il faut le rattraper en faisant des hypothèses algébriques qui sont vérifiées. Si au lieu d'avoir P au carré, on a P à n'importe quelle puissance, ça marche. On peut tourner les boulons de la démonstration jusqu'à ce que ça marche. Ça, c'est de la technique pure qui ne présente aucun intérêt conceptuel. La stratégie étant, on a un bon terme, on s'en sert le plus possible pour tuer les mauvais termes. Bon, la belle affaire. En revanche, ce que je voulais vous montrer, c'était la manière dont on peut obtenir, à travers une quantité extrêmement non linéaire, à travers la manière dont on peut obtenir les estimations a priori dont on a besoin pour montrer la régularité, en tout cas en dimension finie, en tout cas pour ces exemples-là. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce qu'il me reste à faire, bon, trop de choses, mais ce qu'il me reste à faire, c'est déjà vous expliquer pourquoi c'est naturel de prendre S seconde. Parce qu'il y a quand même, bon, ok, ça marche après coup, mais quand on est à ce niveau-là, de dire, tiens, si on prenait A égale B, ça marche, bon, ok. Si on aime bien faire joujou avec l'analyse matricielle, j'ai toujours bien aimé l'analyse matricielle, hein. Mais donc on peut le repérer assez vite, mais ça n'a rien de tout à fait évident. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait clair, est-ce qu'il y a d'autres choix naturels? On pourrait se poser la question. Après tout, peut-être qu'on peut faire mieux que de prendre A égale à B, puisque A égale à B, ça marche. Alors c'est pour ça que c'est quand même bon de se poser la question, est-ce qu'il y a une autre raison pour manipuler des objets comme ça? Et je vais vous en montrer une dans un instant, qui montre bien
que h seconde et dérivée seconde et dérivée première de u ou dérivée seconde pour des équations d'Hamilton-Jacobi vont ensemble, qu'il ne faut pas les séparer. Alors, donc ça c'est pour expliquer. Je dirais, dans le paysage, je vous ai brossé. Là, j'ai simplement ouvert la porte du dernier morceau qui est resté non maîtrisé, qui était pour des équations de ce style-là, y compris avec des termes supplémentaires, comment on obtient des estimations a priori et pourquoi le problème est bien posé, non seulement en termes d'unicité, mais en termes d'existence de solutions régulières, etc., etc., lorsque toutes les données du problème sont monotones. Bien, donc... premier point à faire, comprendre d'où ça sort, ce truc-là. Deuxième point qu'il reste à faire, c'est de se dire, OK, mais est-ce que ça, c'est vraiment aussi proche des équations de champ moyen, les Minfield equations, que je le prétends? Et je vous avais déjà un peu expliqué avant les vacances qu'en fait, non, j'ai fait une simplification. Il y a des dépendances en X qui flottent. Donc ça, il va falloir qu'on réfléchisse un peu aux dépendances en X. Et qu'est-ce que ça veut dire, les dépendances en X par rapport aux équations à champ moyen? Et puis, dans un univers parfait où j'aurais encore 10 heures, il y aurait toute la montée de ces arguments en dimension infinie. On sent bien qu'il y a un grand nombre des arguments que je suis en train de manipuler qui sont purement algébriques. Quand je vous ai parlé de la méthode des caractéristiques pour des équations comme ça, je peux la faire en dimension infinie. Ça ne change rien. Là où j'avais des courbes intégrales, ça devient des courbes intégrales dans des espaces fonctionnels. C'est exactement pareil. Donc on sent bien, même des estimations a priori comme celles que je viens de faire, c'est complètement algébrique. Donc, OK, on voit mieux parce qu'il y a des indices, mais ce sont des opérateurs à la place d'être des indices, c'est pareil. Les opérateurs auto-adjoints, les choses marchent exactement pareil. Beaucoup de ces choses-là marchent exactement pareil en dimension infinie. Il y a une petite difficulté, c'est qu'il y a des dépendances en X et ensuite des dépendances en X non bornées, avec des opérateurs dérivés qui apparaissent. Donc il faut être encore plus prudent que je ne l'ai été. Donc c'est pour ça que ça demanderait beaucoup plus de temps. Bon, on verra jusqu'où on peut aller, on va expliquer petit à petit les choses. Alors donc, voilà les deux choses que je veux faire en tout cas, c'est pouvoir au moins vous expliquer pourquoi tout ce que j'ai fait là s'applique aux vraies équations à champ moyen déduites de celles qui sont en dimension infinie, ou tout simplement des vraies équations à champ moyen, le système fondamental d'équations à champ moyen, lorsque l'espace de configuration est discret, auquel cas on a des équations, un système d'équations en dimension finie. Et c'est déjà pas mal, hein, de penser, je prends des joueurs, mes joueurs ils vivent dans un espace d'état discret. De toute façon, le cas général, c'est une approximation de ça, enfin, il s'approxime par ça. Hein. Donc, déjà, si on sait faire ça, on aura bien avancé. Donc ça, les aspects espace discret, dépendance en X, j'en reparlerai la semaine prochaine. Là, ce que je vais faire tranquillement, c'est vous exposer un tout petit peu des petites choses sur les équations d'Hamilton-Jacobi. Qui permettent d'un peu mieux comprendre pourquoi, a priori, je me doutais bien que ce calcul-là devrait marcher.